Welcome, bienvenue tout le monde à notre première conférence, the Worldwide Freedom Initiative. Today is the 4th of July and it's an important day for all of us. C'est un jour très important pour les Américains. C'est le jour de l'indépendance. Ça fait 247 ans qu'on a eu notre liberté. La liberté, ça se gagne, ça se travaille, ça se maintient. Et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Avant de commencer notre événement, bien entendu, en tant que bon Américain et bon Français, on va écouter notre chère violoniste, Madame Furman, qui va faire l'hymne national. Je vous remercie de vous mettre debout, s'il vous plaît, pour l'hymne national. Merci. Bravo. Merci beaucoup, Madame Furman, c'est très très beau. Welcome again, welcome. Messieurs, Mesdames, chers élus, chers dignitaires, députés, ministres, ambassadeurs, merci à vous tous. Welcome, ladies and gentlemen, esteemed representatives, members of Parliament, ambassadors, ministers, and dignitaries from across the world. Gabon, Ivory Coast, Togo, watching us across from Hong Kong, Morocco, Israel, Japan, South Korea, UK, USA, and a number of other countries. Today, nous avons l'honneur d'inaugurer le lancement de Worldwide Freedom Initiative. C'est quelle cette initiative, c'est quoi et comment? Cette initiative, c'est d'établir des valeurs, de réunir les gens de toutes sortes, de tous les pays du monde, que ce soit l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les États-Unis, autour des valeurs communes, des principes qui sont chers à nous tous. Il s'agit de notre histoire, de notre propre religion, quelle que soit la religion, que ce soit des musulmanes, que ce soit des chrétiens, que ce soit des juifs, que ce soit aussi les traditions de toutes sortes, de tous les pays, que ce soit aussi au niveau de l'art, la culture. Tous ces aspects-là sont très importants et partagés et on doit les renforcer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a nos spécificités et c'est ça ce qu'on doit protéger. Non seulement au niveau culturel, c'est aussi au niveau économique. Chaque pays a ses besoins. C'est une forme de patriotisme économique que nous luttons pour
Il ne faut pas que ça disparaisse dans la masse mondiale. Chacun doit se renforcer. Et nous allons travailler, nous allons faire des efforts pour réunir tous ces leaders de droite, du centre-droite, des différents pays pour notre événement en novembre. Et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour inaugurer aussi cet événement, mais aussi pour fêter le 4 juillet des États-Unis. Aujourd'hui, je souhaite parler surtout d'un sujet très important que vous avez eu l'occasion d'entendre beaucoup parler, c'est le wokisme. Alors, qu'est-ce que c'est le wokisme? We have to talk about wokism today. We're about the challenges that are facing wokism and how we perceive it. Wokism has a phenomenon that has been existing for a number of years, and today we'll have our guests talking about it we have our guest from Africa, Mr. Mike Joktan, who is a bishop, a Protestant bishop, and presidential candidate to Gabon. We have also our wonderful Congressman Mike Johnson that will appear very soon. Also, he'll be also giving us our view on wokeism in the United States and the importance to fight against wokeism in the world and the importance of having our conference. Afterwards, we'll have Mr. Abramovich, who is one of the leaders of the main associations in France fighting against anti-Semitism and negationism here in France, and how he feels that wokeism is also a vector of anti-Semitism, and he'll discuss that with us today. At the same time, we have our wonderful guest is Mr. Jeremy Stubb, who is the president of the British Conservatives for the UK here in France, as well as the directeur adjoint of the publication of Causeur magazine. And so, alors, nous avons un des invités encore, notre cher évêque et notre cher candidat à la présidentielle, M. Joktan. On a Abramovich aussi de notre association, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et aussi Jeremy Stubbs, qui est le président des conservateurs britanniques en France et rédacteur adjoint de magazine Causeur. Alors, on va revenir aujourd'hui à des questions qui peut-être sont pas faciles à comprendre. Qu'est-ce que c'est le wokisme? Si on le conçoit bien, there's 3 facets of wokism. Il y en a 3. Il y a un côté culturel, there's a cultural side, idéologique, c'est la même chose, and a psychological side. So there's 3. Cultural first, because it's rooted in old Judeo-Christian resentment, which reactivates without them realizing it in those who fall for this radical contemporary iconoclasm. Culturel, parce que ça trouve son terreau dans le vieux ressentiment et la vieille mauvaise conscience judéo-chrétienne qui réactive sans qu'ils s'en rendent compte chez eux, qui tombent dans cette iconoclastie contemporaine radicale. Another factor, the other kind, ideological, because there are individuals who erect this iconoclasm into a system for their lust of power, acting indiscriminately against all legacies. Idéologique, car il s'est trouvé des individus pour ériger cette iconoclastie en système, asseoir pour leur désir de pouvoir en les jetant sans distinction contre tous les héritages. Et dernièrement, psychologique. Why is it also psychological? Because they embrace it and are for the most part unhappy people. I really believe the ones that support wokeism, who find a place in this new world that they haven't found in traditional structures of our society, which are in crisis now. Psychologique enfin, parce que ceux qui reconnaissent sont bien souvent des malheureux, qui trouvent une place qu'ils n'ont pas trouvée dans les formes traditionnelles en crise de nos sociétés. Quelles sont les réponses? What are the solutions for this triple-faceted challenge? Quelles sont les réponses pour ces défis, ces triples défis? Il faut d'abord, une réaffirmation de notre tradition. Le savoir éveille à une contemplation rationnelle de l'histoire. Le wokisme en excite des interprétations à charge simplistes. Pareil à l'alphabet Pyranum qui est peint Hugo dans son poème « À qui la faute ?» Croyant venger les victimes de l'histoire de leur ancien oppresseur, le wokisme rend pertinente
en Occident, les tristes proverbes africains, c'est pourquoi aussi un clin d'œil à notre ami, un veillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Again, the first part, we need to reaffirm to fight against wokeism is tradition. The knowledge awakens the mind of rational contemplation of history. Wokeism stirs up simplistic, accusatory interpretations of history, believing it is destroying evil by erasing its trace. Wokeism ignores George Santayana's warning, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Making relevant in the West is the sad African proverb, when an old man dies, a library burns. We must then reconcile our youth with this world, as it should be, as is according to the ideals of our principles and the principle of reality. In this age of unprecedented opportunity, optimism, the hallmark of both enlightenment and the American dream, is the way forward, not archaic resentment. Again, on doit faire face, et la question c'est la réconciliation de la jeunesse avec le monde tel qu'il devrait être, et tel selon laquelle les idéaux de nos principes et les principes de réalité. Les woke s'imaginent que c'est l'ignominie de passer d'un acharnement l'autre qui les honorera. Nous le répondrons à notre époque d'opportunités sans précédent. L'optimisme marqueur des Lumières et du rêve américain s'impose, et non l'archaïque en cure. Après, on doit aussi terminer de reconfirmer les valeurs de tolérance, de respect qui bafouent le woke dans le même temps. We must also reaffirm the values of tolerance and respect that the woke flouts and flaunts at once. Wokeism is fragile, but we can fight it. Again, the three solutions is to adapt to the particularities of each country as we know them. We must adapt. On doit adapter les solutions spécifiquement par rapport à chaque pays. C'est pourquoi on est là. On est là pour partager. D'abord, décerner, identifier, partager, et ensuite aborder les problèmes proprement à son propre histoire, que ce soit l'histoire de la France avec ses colonialismes, que ce soit l'histoire des États-Unis avec l'esclavage, et les histoires du pays en Afrique qui ont eu les ravages des époques de l'Europe et d'Amérique qui se sont mêlés dans leur histoire et doivent faire face à leur propre histoire entre eux. C'est ceux-là à laquelle on doit faire face. Mais c'est pas que ça. Il faut savoir que wokeism s'est largement constitué parmi et diffusé depuis les campus universités de gauche après mai 68. The wokeism was largely formed among and spread left-wing university campuses in the United States after May 1968. Why May 1968? Because they inspired the so-called thinkers of liberation. And some authors call it the ruse de l'histoire. Il y a des gens qui pensent que les penseurs des années 70 sont des libérateurs, mais encore, il y en a certains qui les disent que c'est un ruse de l'histoire. I'm repeating myself, so I will move on then to the so-called thinkers who were affiliated with structuralism, the opaque intellectual movement according to which man is devoid of essence, is the only crossroads of ideas that flow around him, none of which holds value than any other. There is the source of the worst postmodernism and relativism, a school for despair, and some misguided minds have turned into a political project aimed towards the subversion of civilization. Nombre de soi-disant penseurs étaient affiliés au structuralisme, un mouvement intellectuel opaque selon lequel l'homme dépourvu d'essence ne serait qu'un carrefour des idées qui fussent autour de lui, dont aucune n'aurait plus de valeur que une autre. Là est la source du pire du postmodernisme et du pire du relativisme. De cette école du désespoir dont certains esprits mal tenants ont fait un projet politique de subversion de la civilisation. Encore, I would like to say that those who faced with the advance of wokeism are now understandably tempted by anti-Americanism,
C'est ça aussi le grand problème aujourd'hui. On est face à cette situation qui est venant des États-Unis et beaucoup d'étrangers pensent que c'est les pires américanismes et le wokisme est l'Amérique. Mais ce n'est pas l'Amérique. Et c'est le parti républicain qu'on représente ici en France est contre ces mouvements. Et vous devez savoir qu'on très haut, et je dis clairement pour le compte des Français, tous les gens qui nous écoutent, qu'on est contre ce mouvement et on doit savoir qu'on a une histoire à partager avec vous pour cette lutte qui est une lutte qui va prendre des années et une lutte qui va durer longtemps. Vous devez savoir qu'il y a de l'espoir et j'ai eu l'occasion avec des amis qui m'ont invité à le dire qu'on a une nouvelle histoire. La semaine dernière, les Américains ont mis fin à la discrimination positive en tant que politique générale des racismes au sein des facultés et universités aux États-Unis. Pourquoi c'est important? C'est très important parce que, je vous explique, tout le monde a soutenu la discrimination positive aux États-Unis. Moi, j'étais le premier dans les années 80, 80 et 2000. C'était une mesure exceptionnelle pour créer l'égalité. Mais il est devenu aujourd'hui, l'exception est devenue la règle. Et la règle ne peut pas être une discrimination sans condition. Il faut revenir au système des mérites. Et j'estime pour le respect mutuel, parce que la division entre les hommes en raison de leur race va susciter des nouvelles actes d'antisémitisme et des discriminations qu'on va trouver aux États-Unis à cause de cela. Ça ne va pas faire en sorte de réduire. Ne pensez pas que ça va faire disparaître ces fléaux. Ça va faire le contraire. Et ce qu'on entend, ce qu'on voit. Donc, par rapport à ça, j'aimerais vous dire juste une dernière chose sur la question qui est, on est face, j'ai décidé à la dernière minute de parler de ce qui se passe en France. I'd like to speak about one thing that's happening in France right now. Is you've seen various civil unrest going on, and I wanted to quote Plato, Platon, parce que il a dit quelque chose il y a 2000 ans qui est très pertinent, et je vais le citer. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de personne, alors c'est là, en toute jeunesse, en toute beauté, le début de la tyrannie. This is by 2,000 years ago. When fathers became accustomed to letting their children do as they please, when sons no longer heed their words, when teachers tremble before their pupils and prefer to flatter them, while, finally, when the young despise the laws because they no longer recognize above them the authority of anyone, then that, in all youth and beauty, is the beginning of tyranny. That, I will leave you with this note. And I will introduce our first speaker, which will be Mr. Mike Johnson, who serves as our congressman for the last 4 terms. We have the wonderful honor of having him online together here for us, the Congressional District of Louisiana. He serves as vice chairman of the House Republican Conference. He's a leader on the Judiciary and Armed Services Committees. He is also the chairman of the Republican Study Committee, and is considered to be the intellectual arsenal of the conservatives in Congress. Mr. Johnson is a dedicated husband, father of 4. He's also a constitutional law attorney who's devoted his life and career to defending our fundamental freedoms, traditional values in courts, and in the court of public opinion. We'll be able to welcome Mr. Congressman Mike Johnson. Thank you very much. Well, greetings, everyone, and thank you so much for allowing me to participate in this celebration of our Independence Day. I am delighted to participate in Republicans Overseas and the Worldwide Freedom Initiative as the International Summit is launched and set for this November. What an important time for this. What a critical time.
for all of these efforts and for the commitment that you all have to defend and preserve our fundamental freedoms and our essential cultural, historical, and religious heritage that altogether really allows all people to be lifted up and allows the conditions for human flourishing. We all recognize that we are in unprecedented battles right now, not only for our constitutional rights, but for the very survival of Western civilization. There's no way to sugarcoat this. The challenges could not be any greater than they are, and the stakes, as we all know, could not be any higher. And the Congress, the members of the House Republican Conference, are fighting every day to push back against the radical left and its new invention, the woke agenda that has just taken hold. It aims to capture and tear down all of our institutions. And they've been pretty successful at that thus far. And they're aiming to dismantle the very foundations that made us the freest and most powerful and most successful nation in the history of the world. We all know how poisonous, how toxic this woke agenda is. It is terribly divisive. It is designed to separate and categorize people into categories of oppressors and the oppressed. It has infiltrated nearly every aspect of society, from our education system to now even the U.S. military, and it attacks truth in the name of inclusion. It's been a real poison in our society and in our culture. But I want to tell you and remind you all that there are some hopeful signs. We're optimists, by the way, as conservatives. We always are. We look towards the future with great anticipation, and we believe that our best days are still ahead of us. Just in the past week, the conservative U.S. Supreme Court has given us some more hopeful signs. They've issued a number of landmark decisions that will help us uphold religious freedom and the right of conscience, and even move beyond this insidious race-based criteria for college admissions, as well as Biden's unconstitutional student loan forgiveness wealth transfer scheme. These are just a few of the key battles, and we all know that each of them must be won. But to win the overall war for the future of the West, it's going to take all of us working together, collaborating and sharing our experiences across borders and advancing our principles and our policies, not just on Capitol Hill, not just in boardrooms around the country and around the world, but also in media and other outlets in the international arena. None of us is in this alone, and we are either going to stand together now or risk losing it all. We're in what my friend Dr. Os Guinness likes to refer to as a civilizational moment. He says in the history of all great nations, there comes a time where the foundations of that nation are being undermined, they're being challenged. And that society, that culture, that nation has to decide whether to restore and defend and preserve those foundations or replace them with something else. We're perilously close to that moment. Today we celebrate our 247th birthday as a nation. And you know, if you're in high school or college, if you're a young person, that sounds like a long time, but all of us know it really isn't. On the wide span of human history, 250 years, 2.5 centuries is almost nothing. And we're still an experiment in self-governance. We're still a great experience, an experiment in a constitutional republic. And the founders of this republic, this greatest nation that has ever been, knew that what they were doing was not necessarily guaranteed to last. And so they gave us their admonitions on how to preserve it, how to keep the republic. And that's what all of us are engaged in right now, with all hands on the plow, trying to defend and preserve what we have been given, this extraordinary blessing, this experiment in liberty. 247 years. You know, I speak often to young people, college groups and high school students, and I'm often begin these lectures, these presentations, and I ask them if they know why America really is unique and extraordinary amongst all others. And I get lots of empty looks on their faces. And oftentimes I'll have a whiteboard or a large chalkboard behind me, and I'll take a marker or a piece of chalk, and I'll go to that board and I'll say, I'm going to show you in just 5 words here what is unique and distinct and different specifically about your country and why it is the freest, most powerful, most successful in all of human history. And I go up to the board and I write in large letters at the top, G-O-D. Then I write, go about halfway down the board and I write king with a lowercase k. And at the bottom of the board, I write the people / the subjects. I draw arrows down from the king to
to the people and subjects. And I step back from the board and I look up and point to it and I say, now students, what you're seeing here is a word picture, a graphic depiction of what is referred to as the philosophy of the divine right of kings. Is that most nations in history, the ones that you know and have studied, believed primarily in something like this, that there was a deity perhaps, but the boss is the earthly sovereign, the king. The king is the one that can tell the people what they can do for a living, what property they can hold, where they can live, sometimes who they can marry, how many children they can have. The king was the boss. What's unique and different about our country is that we did something radically different. G.K. Chesterton, the famous British philosopher, said one time, America is the only nation in the world that is founded upon a creed. And he said that creed is listed with theological lucidity in the Declaration of Independence. Our nation's birth certificate, we celebrate on July 4th. And what did it say? The founders got together and they looked at this design and they said, you know what? The earthly king is not our boss. Our rights don't derive from a king or a state. Our rights derive from, frankly, the King of Kings. We understand it's a self-evident truth. It's obvious to us that our rights come from God, our Creator, and not from another man here on this planet. And so what I tell the students is we did something radically different. In the Declaration, Jefferson wrote those words that we all know by heart. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. They're endowed by their Creator with certain inalienable rights, and among those the rights to life, liberty, and pursuit of happiness. So I take the eraser. I go back to the board for my illustration, and I erase the king. I erase the middleman and all the arrows that came from the king to the people. And I erase the word the subjects. And all that remains on the board is God, the Creator. And I draw all the arrows that go down now just to the people themselves. And I say, ha, this is us. This is what is different. This is what made us remarkable. We're the first nation in the history of the world to base ourselves upon this premise. We took the middleman out. We created this experiment in self-governance. As Lincoln articulated many decades later in the Gettysburg Address, that we're dedicated to this proposition, that we are one nation under God, and that a government of the people, by the people, and for the people should not perish from the earth. This is what made us extraordinary and distinct. But what I tell the kids and the college students as they're watching this and nodding their heads and understanding what made us different, as I said, well, the problem is now that idea, that philosophy, that foundational truth led us to become this great nation. And for a century and a half or more, that was the prevailing sentiment. But then something began to change. And what we tolerated in moderation, our children excuse in excess. And I say to the young people all the time, what's happened now, the reason that you are not feeling and probably will not be able to enjoy the same liberty, opportunity, and security as your parents and grandparents had is because something else has now been erased from the board. And I take the eraser and I go back up to the whiteboard or the chalkboard and I erase the letters G-O-D and all the arrows that come down from God to the people. And now the only thing that remains on their board for illustration is the people themselves. I said, this, my friends, is what's happened over the last couple of generations, is we've erased our recognition, the founders' self-evident truth that they proclaimed, boldly proclaimed that our rights come from our Creator. Now we have a rising number of people who do not even recognize the existence of the Creator at all. And there are huge implications from that, I tell the students, because the founders understood and believed vigorously in individual rights. Why? Because they understood that men were made in God's image. All of us are made in God's image. And because of that, every single person has inestimable dignity and value. And your value is not related in any way, by the way, to the color of your skin or what zip code you live in or where you went to high school or what your talents are, tell the students. Your value is inherent because it is given to you by the one who made you. But if there is no God, and if we accept the premise of the left that there is no absolute truth either, then you have no intrinsic individual value. In fact, I go to the board and I circle the people and I say, you are just a social animal. And my friends, if you think that's a happy circumstance by which to organize your society and your government and your culture, you're quite wrong. Because this is the basis of Marxism, communism, socialism. The idea that you're just another social animal. And you know what happens to the social animals? They must be directed. They must be controlled. And they must surrender their freedom to the all-powerful state. That leads you right back into tyranny. And that, I tell the young people, is the peril of today. That we are facing that as a new reality. And that the foundations and the foundational truths are worthy of defense. And it falls to us to be the stewards of those great truths. I'm finishing my first book right now, and it's called The 7 Core Principles
of American conservatism. It's birthed out of necessity because, as you and I recognize, there are a lot of people in our party and a lot of self-identified conservatives in the U.S. and around the world who are not quite able to give a good defense for that. They can't articulate what it means exactly to be a conservative anymore. And to me, I think it boils down to 7 core principles. It's individual freedom, limited government, the rule of law, peace through strength, fiscal responsibility, free markets, and human dignity. And under each of those are subcategories. For example, under human dignity is the belief in the sanctity of every human life. But those are the principles that animated our party and our countrymen, and at its essence, our founding fathers from the very beginning. They believed that a strong and prosperous America would be good not only for Americans, but for all people around the world. And certainly since World War II, that has been the case. We are the great superpower, the great world power. And just the perception of a strong America in so many places at so many times is what has kept terrorists and tyrants at bay. Right now, my friends, we all know that we are projecting weakness on the world stage, not strength. We are advancing policies and ideas from the left in this country and the Democrat Party in charge that are anathema to the founding principles of our country. All those core principles that I just articulated, they believe in the opposite of them. And they are trying to tear down and dismantle those foundations that made us the great nation that we are. Psalm 11:3 in Scripture asks, if the foundations be destroyed, what will the righteous do? That is not a rhetorical question anymore. It's one that you and I have to answer. And I think we have to speak with clarity and conviction like never before. And we have to lock arms and we have to engage in this battle together. It's a fateful one. The fate of our nation, and thus really, in some sense, the entire globe, depends upon our success in this great endeavor. A strong and prosperous America. That's what we're fighting for. The preservation of our fundamental God-given liberties. That's what we're fighting for. And I applaud you all for being involved and taking the time to contribute to this great cause. We wish you all a happy and healthy 4th of July. We look forward to the big event in November, and we wish you peace and prosperity for our nation and for all of us in the days ahead. May God bless you. Thank you again for allowing me to participate, and I hope you all have a great time together. Quel mot de sagesse. Voilà, je remercie notre cher congressman Mike Johnson pour son intervention. Et voilà, notre prochain intervenant, c'est le docteur Mike Joktan. Mike Joktan m'a impressionné le premier jour que je l'ai rencontré. Et je vais vous raconter l'histoire, c'est un homme de foi. Donc moi, c'est avec une histoire, c'est une petite blague. Donc moi, la religion, la foi, c'est comme une promenade en voiture. Soit on est conducteur et Dieu, ou notre Dieu, que ce soit, peu importe notre Dieu, il est en siège avant, c'est comme le cas de M. Joktan, en permanence il est à côté de nous en siège avant. Il y a certains qui sont pas toujours, ils pensent pas à Dieu, les pratiques, les traditions, donc Dieu est un peu dans le siège arrière de la voiture. Et il y a encore certains qui sont beaucoup moins des habitudes, des pratiques. Ils pensent à Dieu de temps en temps pour Noël, peut-être pour les grandes fêtes juives ou pour les grandes fêtes musulmanes, et c'est 2 fois, 3 fois par an. Donc Dieu est dans le coffre. Mais Dieu est toujours là, dans la voiture avec vous. Peu importe où il est, en siège avant, le siège arrière ou dans le coffre, Dieu est toujours avec vous. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut toujours avoir ça dans l'esprit, parce que avec le wokisme, il n'y a pas Dieu, il n'y a que l'homme, l'animal social. There's no God. It's only a social animal where our existence stops here and doesn't go elsewhere. Mr. Joktan is a spiritual leader. He believes he's a mission for his country, for his people. You don't know, and he's very, very modest. He survived an assassination attempt. He was poisoned. Il a survécu à un assassinat politique. Il a été empoisonné, notre cher Mike Joktan, et on est très heureux de l'avoir avec nous. Et pour la sécurité de sa famille qu'il laisse ici en France, il rentre chaque mois dans son pays pour mener sa campagne. Il travaille avec son parti, les Nouveaux Gabons,
pour lutter pour son peuple. Il a cette mission et on souhaite l'entendre sur cette question du wokisme. Merci, on est honoré de vous avoir avec nous. Merci. Déjà, je voudrais remercier du plus profond de mon cœur Randy Yalos pour l'invitation, l'opportunité d'être ici pour cette grande occasion et ce grand rassemblement, puisque je crois que nous sommes dans les préliminaires de l'initiative de la liberté mondiale. Worldwide Freedom Initiative. Je vous adresse mes salutations distinguées, mesdames et messieurs. Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui, devant un grand nombre d'hommes et de femmes de tout horizon, mais qui, comme moi, sont résolument engagés à promouvoir l'intérêt général dans toutes les nations. Abraham Lincoln pouvait dire « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux sur les choses qui comptent. » Cela signifie tout simplement que notre silence peut avoir de très lourdes conséquences. Aussi, en refusant de parler des choses essentielles, nous compromettons notre propre pouvoir et notre capacité à influencer positivement notre environnement. A contrario, en exprimant nos convictions, en défendant les valeurs qui nous tiennent à cœur, nous pouvons contribuer à un changement positif. Je suis Mike Joktan, j'ai 51 ans. Je suis né ici en France, de parents gabonais. J'ai passé une très grande partie de ma vie ici, en fait dans la région parisienne. J'ai également vécu aux États-Unis dans le cadre de mes études universitaires. Après cela, je suis revenu m'installer dans mon pays, le Gabon. Bref, je dis tout cela pour indiquer que je suis triculturel. J'ai une culture gabonaise, je suis bantou, j'ai une culture française, j'ai aussi une culture américaine, anglo-saxonne. Et donc, chacune de mes réflexions et mes prises de parole publiques sont motivées et imprégnées par ce que je suis. De nombreux Gabonais, Gabonaises me connaissent en tant qu'homme de croyance et de valeurs, ce que je suis depuis un peu plus de 36 ans maintenant. Je le dis clairement et librement, je suis un homme de foi et j'adhère aux valeurs judéo-chrétiennes. Par ailleurs, je suis aussi un homme politique engagé en constante recherche du bien-être collectif. À mes débuts, je me suis défini comme un ecclésiaste politique à cause des différentes sphères dans lesquelles j'exerçais et j'exerce encore. J'affirme sans réserve et pour être entendu que le wokisme représente un grave danger pour le monde et un danger imminent pour l'Occident. Pour rappel, ce terme qui est devenu très courant est une combinaison des mots anglais woke, éveillé, et activisme. À l'origine, dans les années 60, il était utilisé au sein de la communauté afro-américaine aux États-Unis pour décrire un état de conscience accru face aux injustices raciales et sociales. En d'autres termes, il fait référence à des individus qui sont conscients et souvent victimes des problèmes systémiques tels que le racisme, l'oppression et les inégalités,
et qui sont prêts à s'engager activement pour les combattre. Tout d'abord, vous savez certainement que les Africains accordent une place très importante à la culture dans leur quotidien. En effet, l'Afrique regorge d'une multiplicité d'us et coutumes. Ce sont des civilisations qui prônent des valeurs souvent conservatrices. Les choix ne dépendent pas uniquement d'un individu, comme c'est le cas maintenant en Occident, mais il engage généralement toute la communauté, la famille élargie, et ceux ayant des liens sociaux étroits. C'est ce qu'explique ce proverbe africain. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. La culture africaine considère que l'enfant ne s'appartient pas à lui-même, qu'il appartient à plus qu'à ses parents biologiques, et par conséquent que les décisions prises par un individu doivent tenir compte des autres membres de la famille et même du village. À l'opposé, la culture woke promeut un individualisme que beaucoup jugent excessif par la mise en avant uniquement des droits individuels. Les conséquences directes qui peuvent en découler sont une négligence des obligations familiales et une diminution de l'importance accordée aux liens familiaux. Je veux aller un peu plus loin en disant qu'elle peut même détruire des familles en contribuant à les fragmenter, encourageant des relations non traditionnelles telles que les familles monoparentales, lesquelles ne sont pas représentatives de la culture africaine. Aussi, l'histoire coloniale en Afrique a eu des conséquences profondes sur les cultures et les sociétés du continent. Je pense que la culture woke peut être perçue comme une autre forme d'influence culturelle étrangère, je parle du point de vue de l'Afrique, et finalement dénaturer ce qui fait de nous ce que nous sommes. Comme le dit ce célèbre dicton africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Nous avons besoin de préserver notre identité culturelle. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer que les défis et les préoccupations auxquelles sont confrontées les communautés africaines peuvent différer de ceux des pays occidentaux. Par exemple, les problèmes liés à l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité alimentaire, ont une importance primordiale dans certains contextes africains. La culture woke, à ce moment, est moins pertinente à ces réalités locales, la priorité étant ailleurs. À choisir entre m'engager pour réduire le niveau de pauvreté dans mon pays et la remise en cause des notions traditionnelles et binaires du genre, la question est très vite répondue. C'est d'ailleurs à cela que répond mon engagement politique en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon, mon pays. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un homme de foi, serviteur de Dieu depuis 36 ans, évêque depuis 20 ans déjà. Je crois fermement dans les textes saints, aux valeurs qui y sont véhiculées, je vous l'ai dit, je les porte en moi. Le wokisme, tel qu'il se conçoit sur le long terme, remettra tout en question, même les affirmations les plus élémentaires, telles que les identités de genre. Les humains naissent soit hommes, soit femmes, tel que c'est écrit dans le premier chapitre du livre de Genèse dans la Bible, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. Pour moi, il n'y a pas d'identité non binaire. On est soit l'un, soit l'autre. Pas les deux, ni aucun des deux.
La définition de son identité n'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. La liberté ne s'exerce pas sur ce que l'on est. En plus, la foi chrétienne est basée sur les enseignements bibliques et la tradition théologique qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu, la rédemption par Jésus-Christ et la notion de péché. La culture woke, quant à elle, se concentre sur les concepts de privilèges, d'oppression systémique et de justice sociale selon une perspective sociopolitique. Ces deux perspectives peuvent souvent être en conflit, car la foi chrétienne considère le péché comme le problème fondamental de l'humanité et la rédemption comme la solution. Tandis que la culture woke se concentre davantage sur les inégalités sociales et lutte contre l'oppression systémique. Et même d'un point de vue plus large, en tant qu'homme politique, je défends profondément des valeurs telles que la liberté d'expression, la démocratie, le respect des différences. La culture woke, à mon avis, constitue un danger parce qu'elle peut contribuer à la division sociale en encourageant une mentalité de nous contre eux, basée sur la race, sur le genre ou d'autres caractéristiques. Elle n'est pas ouverte à la discussion et aux opinions divergentes. Je pense que c'est en ce sens que Donald Trump a affirmé que le wokisme est une menace pour nos valeurs et notre pays. Je le cite. C'est une idéologie qui cherche à étouffer la liberté d'expression, à diviser les gens et à promouvoir un politiquement correct excessif. Nous devons nous battre contre cette idéologie dangereuse et défendre nos traditions et nos libertés. Je partage entièrement cet avis et je nous interpelle donc tous sur la responsabilité qui est la nôtre d'œuvrer à redresser ce courant. Aujourd'hui, il est très présent en Occident. Demain, il le sera certainement en Afrique aussi. En ce qui concerne les sociétés occidentales, justement, je crois que le wokisme est un véritable danger, tout comme les répercussions de ce courant dans les années à venir seront encore plus graves si l'on considère qu'il permet une prise de conscience accrue sur les inégalités et les préjugés systémiques qui persistent dans de nombreux domaines de la société. Il suscite également des réactions et des contre-mouvements qui vont à long terme se solder par des changements institutionnels. Ces réformes institutionnelles vont toucher différents domaines, notamment l'éducation, les médias, les entreprises et la politique. Je voudrais attirer votre attention sur cette menace qui pèse sur les sociétés occidentales. Le risque avec les nombreuses réformes institutionnelles, le risque de ce progressisme fou est que jamais cela ne s'arrête et qu'au final, même les raisonnements les plus élémentaires soient remis en question. Par exemple, en ce qui concerne les relations sexuelles, le fait qu'un État soit d'accord de légaliser la zoophilie et donc d'accepter que des êtres humains, au nom de la liberté, puissent avoir des rapports sexuels avec des animaux. L'accent est mis sur la diversité et la tolérance. L'accent mis sur la diversité et la tolérance peut conduire à un relativisme moral, où toutes les valeurs et les croyances sont considérées comme équivalentes, et ce n'est pas vrai. Il faut se le dire honnêtement, cela va affaiblir les fondements moraux et éthiques de la société. Dans le même ordre d'idées, le wokisme peut aboutir à une forme de restriction de la liberté d'expression, en promouvant la pensée conformiste
et en limitant la possibilité d'exprimer des opinions contraires à la pensée dominante. Une sorte de dictature de la pensée au nom de la liberté. Cela peut entraîner une culture de l'intolérance envers des idées divergentes et donc une fragmentation sociale qui encourage les différences plutôt que les valeurs et les intérêts communs. Nous courons inéluctablement vers une polarisation accrue de la société. Je crois, bien évidemment, qu'il est nécessaire de s'intéresser aux inégalités sociales afin de les résoudre. Mais bien qu'il soit important de reconnaître ces problèmes, je refuse d'encourager une mentalité de déresponsabilisation individuelle. L'accent doit être mis sur l'autonomisation personnelle et chaque individu doit réellement travailler pour améliorer sa propre situation. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de ce courant, soit de l'encourager, soit de lutter contre. Personne ne doit rester neutre. Et malheureusement, aujourd'hui, le wokisme trouve le soutien du monde politique, essentiellement via le financement d'associations ou d'organisations diverses. Loin d'être marginal ou opusculaire, il bénéficie du soutien des institutions, et notamment des institutions européennes, en ce qui concerne les crédits de recherche, affectés prioritairement aux thématiques anti-discrimination, au détriment de bien d'autres domaines de recherche, domaines d'importance. Et disons-le nous, cela lui confère davantage de pouvoir et de l'influence. Actuellement, il n'est plus seulement question de penser le monde, mais de ne choquer aucune sensibilité considérée comme opprimée. La mondialisation tend à homogénéiser les systèmes de pensée, les cultures, les civilisations, quand le wokisme veut au contraire diviser et stigmatiser. Ce que je crois, c'est que nous devons lutter contre le wokisme, et cela passe par l'éducation. Nous n'avons pas le droit de perdre le combat de l'éducation de nos enfants. Si vous voulez nuire à un pays, ciblez ses enfants, sa jeunesse, car ils en sont l'avenir. L'écrivain africain Joseph Kizerbo pouvait dire « L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. » Si l'on souhaite effectuer des changements significatifs et déconstruire le mode de pensée d'une société, il faut s'attaquer à l'éducation dispensée aux plus jeunes. Pour finir, je veux vous rappeler que le terme wokisme n'est pas généralement utilisé par ceux qui se considèrent comme faisant partie de la culture woke ou engagés dans les mouvements de justice sociale. Il est souvent utilisé de manière stéréotypée ou caricaturale par ceux qui s'opposent à ces mouvements. Cela signifie que ceux qui en font partie considèrent qu'ils travaillent simplement à rendre la société plus juste et plus équitable. Ils défendent des causes associées au progrès et à la justice. Ils ne peuvent pas de ce fait percevoir les risques de leur démarche. La lutte contre les discriminations reste évidemment nécessaire, mais elle doit continuer à s'inscrire dans une perspective résolument universaliste, fondée sur le principe humaniste selon lequel un humain est toujours égal à un autre être humain. Contre le wokisme, nous devons privilégier une approche universaliste et émancipatrice, fondée sur la responsabilité individuelle, le pluralisme des idées et le rejet de tout enfermement dans des devoirs de fidélité. S'éloigner de cela, fût-ce avec les meilleures intentions du monde,
c'est contribuer à ébranler le socle de valeurs sur lesquelles nos sociétés se sont construites et permettre la réhabilitation de la segmentation de la société sur la base du sexe, de la couleur de la peau ou d'un quelconque autre critère. Merci pour votre écoute. Un grand merci à notre docteur Joktan pour cette superbe discours. Thank you very much for, we will be able to provide you with the English translation of the speech for those that are interested afterwards. We didn't have time to do both because time is short and we apologize for that. So it'll be available to you. It was an amazing speech and we really enjoyed it. I'd like to invite to say a few words and my dear friend Manuel Abramovich, who is the president of Ben Gurion Lodge of Nebrit, France, and general secretary of the National Bureau of Vigilance Against Anti-Semitism. We have worked together and we're going to set up a series of 4 conferences, which I'll let Emmanuel set up, on wokeism. Our first conference will be on September 12th. Il y aura une première conférence, il y aura un cycle des 4 conférences sur le wokisme. Le premier sera sur wokisme, antisémitisme, racisme et discrimination. Et c'est là les clés de tout. We have to understand why it happens, make you aware of it, give you the skills to say, yes, there is a problem. We must act upon it, we must educate, and then once we're educated and aware, we find the solutions. That's what we're about. This is why we're doing the Worldwide Freedom Initiative. I'll pass on the few words, and I'll let Emmanuel be able to do his presentation. Thank you. Thank you, Randy, for the organization of this commemoration. Permit me to try to speak in English, only a few sentences. It's going to be too dangerous if I continue after. Would like to tell you that the history of the powerful democracy that we commemorate today is indispensable for the functionment of our society all around the world. But my question is about the future commemoration of this main event that we are commemorating today. If the wokism win the minds of the majority of our citizens, we are not sure to be able to commemorate the next creation of the United States of America. And now, if you permit me, I would like to speak in French. Je voudrais insister sur l'aspect politique du wokisme. Démontrer que le wokisme est une idéologie politique puissante qui est en train d'envahir nos sociétés dans tous ses segments, à tous les étages. Nous parlerons dès le début de l'éducation, mais nous parlerons aussi des médias, nous parlerons aussi des politiques, car en réalité, le wokisme est une idéologie qui est constituée d'une multitude d'acteurs, de nombreux rouages qui ont un objectif, prendre le pouvoir. Avant de prendre le pouvoir politique, qu'ils ne peuvent pas prendre d'une façon régulière, car les familles politiques essentiellement de gauche qui s'appuient sur le wokisme et qui exploitent le wokisme sont en fait en déficit de projets politiques, sont en fait en déficit de vision politique. Mais ils veulent quand même occuper le pouvoir.
Et quand on n'a pas de vision ni de projet politique et que l'on veut occuper le pouvoir, on occupe les cerveaux par autre chose que le pragmatisme et la réalité. C'est pour ça que le wokisme est devenu pour moi un synonyme de négationnisme. Quand je fais du wokisme, je pratique la cancel culture. Mais qu'est-ce que ça veut dire la cancel culture? Comme ça a été très bien dit précédemment, nous avons des origines religieuses, humaines, culturelles, nous sommes ce que nous sommes, nos sociétés sont ce qu'elles sont. Et bien sûr que nous n'avons pas réussi à construire ce beau monde moderne dans lequel on vit plus longtemps, dans lequel on soigne mieux, dans lequel on intègre mieux, sans faute. Oui, il y a eu des erreurs. Moi, quand je suis né, il me manquait 70% de ma famille. Je crois que ça doit être une erreur quelque part qui a été produite. Mais ça ne fait pas de moi un rebelle contre la société. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui veut vider de son substrat culturel et historique ce qu'il y a dans les esprits de chacun d'entre vous et d'entre nous qui constituons ce monde et la société libre que nous avons réussi à construire malgré toutes les difficultés, malgré toutes nos souffrances. Nous sommes quand même là pour défendre ce mieux. Et permettez-moi de citer Churchill. La démocratie est le pire des systèmes, mais on n'en a pas inventé de meilleur. Alors, comment ça se passe? Quel est l'agenda du wokisme? L'agenda du wokisme, c'est de commencer à prendre en main les esprits, les cerveaux de nos enfants. Ce n'est pas un hasard, et je le répéterai, même si je choquerai, que le wokisme se substitue à ce qui fut la pensée sociale de gauche. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a plus de pensée sociale cohérente, pragmatique. Il n'y a qu'un objectif qui est celui d'obtenir le pouvoir sans projet politique. Alors, on va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne les regardent pas à leur âge. On va occuper l'esprit des enfants par des questions qui ne se posent pas à leur niveau de scolarité. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus la place pour l'enseignement dont nous avons eu la chance de bénéficier. Nous avons pu apprendre à parler la langue du pays qui nous accueillait. Nous avons pu apprendre des chansons. Nous avons pu apprendre son histoire d'une façon relativement simple, mais c'est ça qui peut-être a donné envie à certains d'entre nous de poursuivre dans des carrières intellectuelles, culturelles. L'école doit nous ouvrir au monde et pas nous terrasser avec des questions qui nous dépassent. J'en veux beaucoup à cette gauche qui est indigne de ses pairs parce que justement, elle n'a plus de projet, elle n'a plus de vision. J'en veux beaucoup à cette gauche qui pollue les esprits pour occuper le pouvoir, mais pour en faire quoi? Après avoir occupé les esprits des enfants, après avoir intoxiqué les esprits des enfants, eh bien cette gauche, on en retrouve des acteurs dans les médias. Et c'est comme ça que vous avez probablement remarqué que la moindre citation, la moindre contestation d'un fait avéré, mais qui émane d'un wokiste, est repris par une grande majorité de médias. Pas uniquement les journaux, pas uniquement les radios, pas uniquement les télévisions, par quasiment l'ensemble des médias. Et un des problèmes auxquels nous commençons à être confrontés, c'est justement que notre voix, celle du pragmatisme, de l'histoire, de l'humain, n'est plus entendue.
on entend de moins en moins la vérité pragmatique des faits qui se sont déroulés. Nous n'avons maintenant quasiment plus de journalistes. Nous avons des militants d'une cause qui nous donnent le reflet de ce qui s'est passé uniquement par le prisme de leur idéologie. Nous sommes en train, nous qui ne sommes plus des enfants, qui sommes des gens raisonnables, qui sommes engagés dans la vie professionnelle, qui sommes capables de jugement, nous sommes en train d'être vidés de nos flux d'informations, de culture qui nous racontaient et qui devraient encore nous raconter le monde pragmatique dans lequel nous sommes. Avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, bien sûr des problèmes. Quelle vie, quel humain, quel homme, quelle femme, quel pays, quelle nation, quelle entreprise, quel système ne rencontre jamais de problème? Certains parmi nous pratiquent un sport de temps en temps. On est moins bon, on a un problème, on a une crampe. Il est normal d'avoir des problèmes. Notre intelligence collective, issue de notre civilisation judéo-chrétienne, c'est de savoir analyser le problème. C'est de savoir poser les éléments afin d'en trouver les meilleures solutions. Aujourd'hui, le wokisme ne nous propose pas de solution. Il veut nous imposer un système de pensée unique. Il veut nous catégoriser en deux. Les bons, les wokistes, ceux qui auront la tête truffée de choses qui ne sont pas vraies, ou qui n'aideront pas à résoudre les problèmes réels. Et puis les autres, qui sont, vous l'avez remarqué, entendu dans nos pays respectifs, dès que vous n'êtes pas d'accord avec les wokistes, vous êtes d'abord d'extrême droite, ensuite vous êtes un dictateur potentiel, vous êtes un empêcheur de tourner en rond. Mais de qui se moque-t-on? Et de quoi? Qu'est-ce qu'on nous propose, si ce n'est maintenant de nous expliquer que le blanc est noir, le noir est blanc, la vérité est fausse, et ce qui était mensonge devient vérité? C'est ça que l'on est en train de nous proposer. Je crains que si nous ne laissions agir les wokistes de par le monde, ils vont réussir à donner raison à Orwell, qui nous avait expliqué que la sémantique allait glisser vers d'autres sens et que bientôt nous ne pourrons même plus parler à nos petits-enfants, car par leur école, par leurs études, par ce qu'ils entendront dans les médias de leurs professeurs, sans capacité de décrypter. Nous avons eu la chance d'avoir des parents qui nous ont permis d'apprendre, de comprendre ce que nous entendions, ce que nous vivions. Et c'est ce qui fait de nous des citoyens critiques. Eh bien, le wokisme a pour objectif de saper cet esprit critique, de façon à ce que les cerveaux à venir, qui sont déjà de moins en moins remplis, regardez tristement ce qui nous arrive à nous en France en ce moment. Qui sont ces gens qui, dans une banlieue défavorisée, étant défavorisés eux-mêmes, s'en prennent aux écoles, aux mairies qui abritent les services sociaux? Ces gens n'ont déjà plus de réflexion. Mais ce n'est peut-être pas de la faute des wokistes. Les wokistes n'ont rien fait pour les aider. Quand je dis les wokistes, je pense toujours à la gauche. Parce que ces gens-là, que moi j'appelle racailles, ils sortent quand même de l'école nationale. Et dans mon école nationale, dans ma France chérie, même si ma France chérie a enfanté de Vichy, que je n'oublie pas, je sais que l'école publique et laïque et républicaine ne devrait pas vider les esprits des jeunes à ce point. Ce que je vous dis, c'est que je suis déjà en train de pousser un cri d'alarme pour vous dire que le wokisme n'est pas encore intégralement installé, que nous avons déjà une bêtise profonde qui occupe de plus en plus d'espace dans nos pays respectifs, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France, et hélas peut-être demain
que ce soit aussi dans d'autres pays qui subissent d'autres affres tels que la dictature, alors le wokisme va réussir à détruire ce que nos pères ont construit de génération en génération. Et c'est pour cela que je voudrais remercier Randy, au-delà de la commémoration de cet événement historique, d'avoir accepté d'initier ce cycle de réflexion sur le wokisme. Parce que, au-delà de la réflexion, nous devons savoir que nous aurons un combat politique, intellectuel, moral, pratique et certainement physique à mener sur le terrain. Car les wokistes veulent le pouvoir. Et ce que nous voyons du wokisme aujourd'hui n'est que l'aboutissement de nombreuses années de travail souterrain. Croyez-vous que tout ce qui touche au racialisme, à l'éducation, au traitement des données dans les médias soit le fruit d'un claquement de doigts d'une seconde à l'autre? Bien sûr que non. Nous subissons aujourd'hui, nous commençons à subir aujourd'hui ce qui se construit en réalité depuis plusieurs années. Mais nous étions accaparés par notre vie citoyenne, par maintenir les démocraties dans lesquelles nous vivons, par maintenir aussi nos activités familiales, professionnelles. Alors, nous étions des citoyens du monde libre, heureux, confortablement installés. Et nous nous sommes offerts le luxe de ne pas comprendre tout de suite ce qui se construit depuis une bonne dizaine d'années déjà. Je vais faire un petit focus, si vous permettez, sur ce qui s'est passé en France et à partir de quel moment j'ai considéré que le wokisme devenait un acteur indispensable à la gauche. En 1981, le premier président socialiste est élu, il s'appelle François Mitterrand. Je ne vais pas revenir sur son parcours politique qui commence à l'extrême droite et contre la France. Mais il arrive président, élu par des gens de bonne volonté et entre autres par un monde ouvrier qui avait peut-être certainement besoin d'une représentation toute légitime que je ne saurais critiquer. Mais en 1983, le pragmatisme rattrape la gauche. Il y a toujours un problème entre la gauche et le pragmatisme, de toute façon. Un peu comme il peut y avoir un problème entre la poésie et un esprit cartésien. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Alors la gauche est rattrapée par des réalités économiques qui vont avoir un impact sur le social. En 1983, il faut dévaluer. Alors quand on dévalue, globalement, on a un pouvoir d'achat qui se réduit et les ouvriers n'aiment pas ça et ils ont raison. À côté de ça, il y a un autre phénomène qui commence à partir de 1981 et je voudrais insister auprès de vous pour bien vous faire comprendre et vous dire les yeux dans les yeux que je ne suis pas quelqu'un de raciste, mais une immigration incontrôlée visant à faire venir dans votre pays plus de gens que de raisons et qui auraient une culture qui ne serait pas la vôtre, ça ne peut pas fonctionner longtemps. Un homme politique de gauche s'en est très rapidement rendu compte. Il s'appelait Georges Marchais. Il a dit qu'il était contre l'immigration massive parce qu'elle allait porter préjudice aux ouvriers français. Mais il a été immédiatement poussé vers la porte et on n'a plus entendu parler de lui. Si vous avez une maison, vous allez très vite comprendre ma métaphore, et que vous êtes généreux par votre culture, par votre religion, simplement par qui vous êtes, vous allez accueillir une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et puis un jour, ces 3 personnes vont venir vous voir en même temps pour vous demander d'en accueillir 2 autres. Vous allez peut-être faire un effort supplémentaire, mais vous commencez à ne plus être chez vous. Et puis un beau jour, ces 5 ou 6 personnes en font venir d'autres, et puis les enfants sont pas très propres, ils commencent à salir votre tapis.
Ils commencent à ne plus respecter votre silence, votre matériel, vos bibelots, vos tableaux. Eh bien, vous ne serez plus d'accord pour accueillir ces gens. Vous ne serez plus d'accord pour les garder chez vous. Eh bien, c'est ce qui se passe dans certains de nos pays. Nous avons été accueillants plus que de raison. Nous, en France, vous n'avez même pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir envoyer vos enfants à l'école gratuitement, être soignés gratuitement, pouvoir vous déplacer gratuitement, même si vous n'avez jamais payé 1 euro d'impôt. Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde, ça ? Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? C'est parce que nous sommes pragmatiques et que nous voyons le résultat. Le résultat, c'est que quand vous êtes trop gentil avec des gens qui ne vous respectent pas, ça ne peut pas fonctionner. Vous croyez que je m'éloigne du wokisme, mais pas du tout. Parce que le wokisme, c'est l'irrespect de ce que je suis, c'est l'irrespect de ce que nous sommes, et c'est l'irrespect de nos histoires, avec les bons et les mauvais épisodes, qui sont quand même constitutifs de notre façon d'aborder les sujets aujourd'hui. Je voudrais, mesdames, messieurs, que vous restiez très, très attentifs à ce qui nous attend, car, je vais oser le mot, je crois que nous sommes confrontés à une guerre qui ne dit pas son nom et qui ne dira jamais son nom. Il nous faut très vite comprendre, rattraper notre retard et nous mettre en avant et ne plus être tolérants et savoir réagir quand nous entendons des contre-vérités, quand nous avons parmi nos relations, parmi nos enfants, des gens qui manquent de pragmatisme, qui ne sont plus capables de dire ce qui est. Il est maintenant de notre devoir impérieux de réagir. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que nous nous retrouverons au cours de ces combats. Merci. Thank you very much, Emmanuel Abramovich. Very powerful speech. Again, for our guests that are listening abroad, I'm going to ask our dear friend Jeremy Stubbs, again, who is the deputy editor of Causer Magazine, UK president of the Conservatives in France. We give him a great welcome, and he'll be speaking in English this time. I appreciate it very much. Thank you very much. I think this works. It does work, doesn't it? You can hear me good. I shall be speaking in English, but I will speak clearly. When I come to a difficult word in English, the translation into French will appear in subtitles, so there's nothing to worry about. It is a privilege and a pleasure to be here today and to have listened to these great speeches by Congressman Johnson, by Dr. Mike Joktan, by Emmanuel and Randy, and we obviously will thank them for everything that they have contributed today. We will also, at the end, I think, and I know these words will embarrass him because modesty is another one of his virtues, we will also thank Randy, whose remarkable vision and energy have made this possible, and today is just the beginning. But what has been confirmed today is the importance of the struggle that we have in front of us. Congressman Johnson said, the fate of the entire globe, and until we have managed to reach Mars, that is absolutely true. The fate of the entire globe is what is at stake. I hope you understand the weight of responsibility that falls upon you here today in this light. But there is when we talk about wokeism, when we try to deal with wokeism, there is an error that we commit very often.
and that is to try and fight it on the terrain of ideas, sur le terrain des idées. You can refute the absurdities of wokeism rationally 1,000 times. It will not convince those who are convinced by it, because they are operating on another level, a level we know in fact ourselves. Let's call it the level of social pressure. And everybody is subject to social pressures. The wokists, or the wokerati, as we say in England, are people who know how to exploit people's need to conform, le conformisme, their need to belong, le besoin d'appartenance. They know how to exploit the social impact of shame. They know that people, particularly online, can be shamed into submission. But behind even this exploitation of passions, there is something else. I hope you will forgive me a moment of apparent vulgarity. J'espère que vous m'excuserez un moment de vulgarité apparente. It has to be said that Dr. Joktan has made a very incisive analysis of wokism, une analyse très fine, très juste du wokisme. He pointed out the role of finance in what is going on. And I actually went to a bank today to withdraw some cash, because you don't see it often very much these days, but it is everywhere. L'argent, on ne le voit plus, c'est dématérialisé, mais c'est toujours partout. Our problem is that, paradoxically, we're often up there. Yes, you see that? Somebody painted that. It's worth looking at. Probably one of the few works of art in public places that is aesthetically acceptable. We're often up there in the world of noble ideas. Now, enemies on the left are often in an area that we are supposed to master on the right, which is that of, in a sense, of money. Now, as I say, I apologize for this moment of vulgarity, but I do feel it is necessary for us to be reminded of where the battle is taking place. It's not just in the realm of ideas. It's in things even more concrete. And money also means organizations, militants, boots on the ground, as they say, people. So what we have to do is fight back on the same level, which will mean money, which will mean organization. I think today we're starting that organization or renewing it in an important way. I published an article recently on the history and uses of the word woke in English. There are basically three uses. The most recent is, in fact, to designate an alliance. Le troisième usage du mot woke en anglais, c'est pour désigner une alliance inattendue, contre-intuitive, je pourrais même dire contre nature. So a counterintuitive, unnatural alliance between different groups with different interests who are united only by their perception of a common enemy. When you look at the LGBTQIA, etc., the LGB have fought and obtained rights, and so be it. It's the TQIA who have bolted themselves on and insist on rights that, in fact, trample on other people's rights, women, children, families. But you can't say anything against this alliance or you will be shamed. Similarly, we have the notion in English, people of color, as though all people
of color had exactly the same interests in common, and as though all of those interests had nothing in common with the interests of white people. This is an alliance, again, it doesn't really make sense apart from a certain militant usage. Another factor here, a final one I'll mention, is what in French is known as Islamo-gauchisme, Islamo-leftism. Now that really takes the biscuit. C'est le comble in French. Because people on the far left are reaching out to essentially rather conservative people, Muslims, and saying, oh, your interests are ours, we can make a deal. And we're beginning to see that this alliance apparent alliance, is unraveling, certainly in the United States and in the United Kingdom, probably soon, if not already, in France. So, wokeism is an alliance. We must combat that alliance. We're beginning to see fissures, the failles, fissures in the facade of their alliance, which we must exploit. But of course, if we're going to fight an alliance, we had better be allied ourselves. Yeah, yes, here we go. Come on now. I want to see you going through that door and fighting. Well, not immediately, and perhaps not physically. Get outside into the street at least. But the point about this is, of course, that we will be rejected by labels, and I think Emmanuel brought this out quite clearly, extreme right, fascism. The word fascism is thrown around with alacrity today. We, however, must appear as I think what we really are, and that is very reasonable people. VRPs, very reasonable people. And our aim is not really simply to convince ourselves that we are right. We've got to make an appeal, a reasoned appeal on certain issues to people in the center, to convince them. For example, I noticed in the New York Times, yes, get thee behind me, Satan, the New York Times reporting that there are many liberal families, parents in the United States who are taking exception to the idea that their children can change gender at school without those parents being aware. So there again, there is beginning to be a fight back from the center. We don't simply want to entrench ourselves in our own fortress. We need to get out there and convince people in the center so that we form the majority. After all, fighting bravely and losing is very noble. I think, however, what we want is to win. Yes, to win. As part of that, we need a free press. We need a free press. The wokeists are out to shut us down, particularly through trying to shame companies into cease advertising in journals of a right persuasion. They've tried to shut down Valeurs Actuelles, and they are trying to shut down Causeur in that way. What we really need is something like what we've seen in the United States, a go woke, go broke attitude on the part of the public in that respect. And I'll ask you to forgive another moment of apparent vulgarity. You can always support us by taking out a subscription to Causeur. That would be a first step in the battle against wokeism, although, to be fair, you could also, to a number of other perfectly right-thinking media, whether it's Causeur or not, if you support right-thinking media, you will already
be doing something very important. Now, as I said before at the beginning, we owe a huge debt of gratitude to our illustrious speakers today. We wish them well in their struggles, particularly to Dr. Joktan. We wish a great success in his presidential battle. We also, of course, must thank Randy once again As I said before, this is just the beginning, but let's also thank you for being here. You will one day be able to tell your descendants, yes, I was there on the 4th of July 2023 when it all began. Yes. Thank you very much. This is just the beginning. This is the event. The 4th of July marked the first day of independence in the United States. This will mark the official announcement of the Worldwide Freedom Initiative. We will work together, country by country, city by city, parties, center, right, all movements. What we need and what we fight for is dialogue and respect. I give the example of dialogue and respect as a personal example within the Republican Party, because in France we had issues with fellow colleagues and I've worked toward unity. I've worked toward fighting for everyone to be heard, for everyone to have a voice, no matter who you are. Be respectful for each one of you. No matter what you think, you have the right to have your voice until you decide to infringe upon that other person's right. That's why we must maintain dialogue. And for our countries to work, for France to work, for the US to work, we must have dialogue. What happens in France between the left, the right, and center-right is impossible. They do not speak to each other. La gauche, le centre-droite et la droite ne parlent pas. Se parlent plus. Il n'y a plus de communication. The only way to fix a country, la seule manière de réparer un pays, c'est le dialogue, le respect. Nous souhaitons proposer, laisser cette communication, ouvrir cette communication, que nous soyons moteurs, que nous soyons visionnaires par rapport à ce travail pour tous les pays. Ça commence par le respect, ça commence par le Worldwide Freedom Initiative. Merci beaucoup et à très bientôt. And many, many thanks. I forgot just one thing. My special thanks and gratitude. Merci, et grand merci à mes invités. Ici, à gauche de à M. Johnson qui n'est plus avec nous. Merci à tous les leaders des républicains aux États-Unis qui nous font confiance pour mener ce combat à l'international. Merci à tous les leaders des autres pays qui vont participer en novembre. Merci au maire du 6e, à son adjoint pour nous avoir permis de faire cette conférence ici dans ce beau lieu, dans ce beau pays, la France. Et on ne doit pas oublier cette culture, tout ça, ce qu'on voit, c'est la République, c'est la France que j'aime. C'est la France que j'aime, c'est l'Amérique que j'aime et je souhaite qu'on continue. Et encore, un grand merci à vous tous, à tous ceux qui nous ont écoutés, à tout le monde et on espère vous voir très prochainement. Merci à vous.